Il s'agit de construire d'une certaine manière une infrastructure numérique de données, ce qui est une façon de réinventer le rôle de l'État dans le monde transformé qui est en train de se construire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc effectivement, un sujet extrêmement léger, un sujet qui est en fait tellement complexe que depuis des millénaires, les hommes s'entretuent pour essayer de le comprendre, pour essayer de le faire évoluer. C'est un sujet qui divise énormément, c'est un sujet qui est parfois tellement complexe qu'il donne envie de baisser les bras et d'abandonner devant les enjeux qu'il représente. Et en même temps, c'est un sujet qui est essentiel. Et le sujet dont je veux parler, c'est évidemment la démocratie, sujet qui nous concerne tous, et plus particulièrement aujourd'hui, à l'heure où il évolue aussi radicalement dans ce nouvel âge de l'information dans lequel on est entré. Et le premier constat, c'est qu'on est collectivement en train de construire une nouvelle transformation industrielle qui est absolument radicale. Le fait qu'on ait tous sur soi un smartphone, qu'on est de plus en plus connecté, qu'on se balade en fait dans la rue avec l'équivalent d'un ordinateur, d'un supercomputer des années 80 en termes de puissance de calcul, avec tout ce que ça implique en termes de réseau de capteurs, de collecte de données, d'échange et de communication en temps réel, nous a véritablement fait rentrer dans un âge nouveau. Et la meilleure illustration de cette deuxième révolution industrielle, c'est la carte qui est derrière moi. C'est d'une certaine manière la carte du tendre du XXIe siècle. Je ne sais pas si vous devinez de quoi il s'agit, mais c'est la carte des amitiés. Cette carte n'a aucune réalité géographique, aucune espèce de matérialité, de réalité physique. Il s'agit en fait du lien entre l'ensemble des utilisateurs de la plateforme Facebook qui se déclarent comme amis. Donc voilà, une carte du monde absolument virtuelle. Et donc ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ces nouveaux usages révèlent des structures profondes et donnent à voir quelque chose de complètement nouveau. Dans ce nouveau monde, la caractéristique principale de ce changement, c'est que le numérique, qui a émergé d'abord comme un média, comme un sujet de conversation, comme un instrument de télécommunication un peu plus nouveau ou avancé, est en train de dévorer de manière absolument radicale l'ensemble des champs d'activité humaine. Quelques exemples, et notamment des exemples importants qui nous rassemblent. L'éducation. Alors, on ne parle plus depuis 2 ans que de ces nouveaux cours en ligne massivement collaboratifs. C'est évidemment extrêmement intéressant. Pour en avoir suivi, c'est captivant, c'est-à-dire qu'on apprend des choses nouvelles auxquelles on n'aurait pas forcément voulu se confronter sans cette nouvelle opportunité. Mais finalement, ça n'a pas grand-chose de nouveau. Le fait de diffuser en ligne les transparents, même les vidéos d'un cours, on fait ça quasiment depuis 15 ans, depuis 20 ans parfois pour les plus pionniers. Et ce qui a complètement changé, c'est que l'éducation en ligne est entrée dans l'ère des données. Et les plateformes expérimentales les plus célèbres, notamment edX, qui est cette plateforme open source développée par plusieurs universités, n'est pas en fait une plateforme de cours en ligne, c'est une plateforme de recherche. C'est une plateforme de collecte de données, parce que chaque fois qu'un des millions d'élèves à travers le monde qui suivent un cours interagit avec une vidéo, télécharge un transparent ou discute sur les forums avec les éducateurs, il génère des données qui sont intéressantes pour les chercheurs qui ont lancé cette plateforme. Et donc, eux-mêmes peuvent apprendre des usages, créer cette boucle de rétroaction positive qui fait qu'on apprend à mieux délivrer un cours, qu'on apprend peut-être à être plus pédagogue, qu'on comprend ce qui marche, ce qui fonctionne dans l'éducation en ligne. Et donc, cette plateforme est en fait une plateforme de l'économie des données. Même chose avec le domaine de la santé et le domaine des sciences du vivant. Et traditionnellement, ce qui a permis de faire avancer la recherche en biologie, c'était de comprendre la biochimie des molécules avec lesquelles on travaillait. Et ça a permis des années et des années d'avancer depuis les années 50, 60, 70, la découverte de l'ADN, jusqu'à récemment. Il a fallu 15 ans. 15 ans et 3 milliards, grosso modo, de dollars d'investissement pour séquencer le premier génome humain. C'était en 2001, 86 à 2001. 15 ans après, moins de 15 ans après, on pourrait tous avoir notre génome séquencé dans cette salle pour un petit peu plus de 1000 $. Et le coût, alors je crois que c'est 24 heures, 48 heures, je ne suis pas biologiste, mais le coût du séquençage de l'ADN suit une loi de Moore, c'est-à-dire que son coût est divisé par 2 tous les... une constante de temps. La constante de temps dans le numérique, c'est 18 mois. En biologie, c'est 5 mois. C'est-à-dire que tous les 5 mois, le coût du séquençage est divisé par 2. Et donc, on génère des gigas et des gigas et des gigaoctets de données sur des génomes de populations de taille impressionnante. Et ça permet de faire rentrer les sciences du vivant
dans l'âge de l'information. Et donc la prochaine start-up, la prochaine grande entreprise du domaine des biotech a probablement plus de chances d'être créée à partir d'un laptop, à partir d'un ordinateur, et de cette capacité de traitement d'immenses bases de données qu'à partir d'un labo avec des éprouvettes et ce qu'on a en tête en parlant de ces sujets. Vous savez peut-être que l'industrie électronique et mécanique en France est en train de vivre une renaissance sans précédent. On ne parle plus que d'objets connectés à la radio, à la télé en ce moment. Cette lampe de chevet qui va réagir à vos mouvements dans le lit et qui va vous réveiller pile à la bonne heure pour que vous soyez frais et dispo le matin, ce qui est quand même important, elle est évidemment intéressante en soi en tant qu'objet, mais ce qui est fascinant, c'est le fait qu'elle puisse réagir grâce à la collecte de données. Des données collectées peuvent être comparées, mises en perspective, on peut apprendre comment améliorer le produit et le service, et donc il y a une nouvelle industrie qui stratégiquement devient une industrie du logiciel, une industrie de la gestion de données plutôt que de la production. Et donc on ne peut plus imaginer l'industrie, on ne peut pas imaginer d'avoir des usines aujourd'hui si on ne pense pas tout de suite à la place de ces produits et de ces services dans l'économie des données. Je ne vous parle même pas des supermarchés où demain, en marchant dans les allées, on aura des caméras qui analyseront où va le regard, qu'est-ce que vous achetez comme céréales le matin, suivre vos portables évidemment pour bien comprendre le flux des utilisateurs dans le supermarché. Enfin, tout ça est en train de changer de manière absolument radicale. Et le sujet du développement durable, de la même manière, ne peut pas être imaginé aujourd'hui sans penser à l'utilisation de la donnée dans l'optimisation des villes. Alors, on parlait de démocratie. Évidemment, la démocratie, c'est un sujet potentiellement autrement plus complexe, et l'État doit se poser la question de ce qui a changé aujourd'hui dans le contexte de cette économie des données. Alors, j'ai eu la chance de travailler depuis 3 ans maintenant à l'ouverture des données publiques, c'est-à-dire ce mécanisme de mise à disposition des citoyens de l'ensemble des données que l'État produit, que les administrations collectent, que tous nos établissements publics, nos agences manipulent tous les jours pour en fait faire leur travail, c'est-à-dire produire un service public, que ce soit des données financières, des données géographiques, des données sur la santé, des données évidemment sur l'environnement. Et on a développé cette plateforme data.gouv.fr, qui est une première étape pour la transformation de l'État dans l'économie des données, mais qui a pour vocation de rendre accessible à chacun et téléchargeable, réutilisable librement des jeux de données qui sont produits par l'ensemble des administrations. Et depuis quelques jours, avec le lancement de la toute nouvelle version de cette plateforme que vous voyez ici, chacun d'entre vous, si dans le cadre de vos recherches, dans le cadre de vos activités, vous avez des données qui sont d'un intérêt pour le public de manière générale, pour d'autres chercheurs, pour des entrepreneurs, pour des associations, vous pouvez venir les partager. Et donc il s'agit de construire d'une certaine manière une infrastructure virtuelle, une infrastructure numérique de données, ce qui est une façon de réinventer le rôle de l'État dans le monde transformé qui est en train de se construire. Alors, on peut dire que c'est une première réponse, première révolution, mais si on se pose la question de l'état de notre démocratie aujourd'hui, malheureusement, le constat qu'on peut faire, c'est qu'elle ne fonctionne plus. Et ce constat, ce n'est pas moi qui le fais, c'est 69% des Français interrogés. Je ne sais pas si vous avez vu le baromètre du Cevipof qui a été publié lundi dernier, mais les chiffres sont absolument effarants. 72% des Français qui pensent que leurs enfants n'auront pas les mêmes chances qu'eux. Je vous avais promis des sujets légers. 87% des Français qui trouvent que les hommes politiques, je cite, ne s'occupent pas des gens tels que moi. Donc on a un problème. Clairement, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Clairement, c'est quelque chose qui est en train d'empirer. Clairement, c'est un sujet qui est d'ailleurs pas spécifique forcément à la France. L'ensemble des grandes nations industrialisées font face à ce type de défi parce que nos modèles sont en train de changer et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc c'est normal qu'il y ait un certain nombre d'appréhensions. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est 5 principes. 5 principes que je vais illustrer d'exemples qui pourraient permettre, dans le contexte de la transformation numérique dont on vient de parler, d'apporter, si ce n'est des réponses, au moins des éléments pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Premier principe, c'est celui de la transparence. J'aime beaucoup cet exemple. Il s'agit d'une carte de New York. Chacun des points représente un restaurant. Et la couleur du restaurant, c'est la qualité de l'alimentation qu'on peut y trouver. Alors, si vous avez de bons yeux, vous verrez que la liste des raisons pour lesquelles le service n'est pas de qualité fait un peu froid dans le dos. On parle de rongeurs, on parle d'insectes, on parle de température, chaîne du froid, hygiène personnelle. Bon, j'en passe à des meilleurs. Imaginez que cette carte, on puisse finalement l'appliquer à d'autres sujets, à l'ensemble des politiques publiques. Est-ce que ce n'est pas une façon de réguler des marchés, de réguler des phénomènes, des politiques qui est plus efficace finalement
que ce que pourrait faire l'État lui-même en laissant le flux d'informations permettre à chacun d'adopter son comportement. C'est un sujet qui paraît peut-être anecdotique si on parle de sites web et de qualité de restaurant, mais il s'avère que le G20, en 2011, a apporté un des éléments de réponse les plus intéressants à la crise alimentaire grâce à l'échange d'informations. Donc le numérique permet ce genre de choses. Deuxième principe, celui de la responsabilité. Le numérique, avant d'être un secteur, c'est un instrument. C'est un instrument qui permet à chacun d'être créateur de nouvelles solutions. Un très bon exemple de ce type de mouvement collaboratif à travers lequel on règle un problème tous ensemble, c'est OpenStreetMap, que vous connaissez peut-être. C'est un Wikipédia des cartes. Alors on se dit que cartographier un pays comme ça tous ensemble, en prenant des mesures GPS dans sa rue, on risque de ne pas aller très loin. Ça a changé, c'était peut-être vrai il y a quelques années, ça a changé aujourd'hui. OpenStreetMap est devenu un élément absolument essentiel dans deux secteurs d'activité auxquels on est tous forcément très attachés. C'est la gestion des crises. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un tremblement de terre? Qu'est-ce qui se passe si on est obligé de reconstruire la carte d'une région, comme ça a été le cas par exemple au Japon? Et évidemment, le deuxième sujet qui nous concerne tous, ce sont les secours. Et il s'avère que les rues, l'environnement urbain, l'environnement rural aussi, changent en permanence. Or, l'IGN, aujourd'hui, fait un travail exceptionnel pour recréer la carte du pays avec ses propres moyens. Mais ça prend 5 ans de refaire une carte de France. Un sens interdit peut changer tous les matins. Et donc, le fait d'avoir une carte collaborative, qui est donc une carte qu'on peut remettre à jour, permet au service d'incendie, de secours, aux pompiers, au SAMU, d'avoir une carte qui soit toujours à jour et donc de venir sauver nos vies de manière plus efficace. Voilà ce que permet le numérique aujourd'hui. Il y a un sujet fondamental de liberté. Sujet de liberté, notamment dans la question de ce qui est fait de nos données. Nos données publiques, évidemment, puisque lorsque l'État les produit au nom de chacun, c'est normal qu'elles soient rendues aux citoyens d'un certain point de vue et qu'on puisse s'en servir, ne serait-ce que pour construire des points de vue qui nous soient propres. Mais aussi liberté sur l'usage qui est fait des données personnelles. Parce que tous les exemples qu'on a cités auparavant sont des exemples où finalement l'opérateur sait quelque chose de mon activité, il me délivre un service qui peut être meilleur, donc on peut avoir intérêt, on peut être d'accord pour que des données soient collectées. Mais il s'agit de pouvoir avoir un choix. Il s'agit de pouvoir faire un choix informé. Et c'est d'ailleurs assez intéressant que les deux grandes lois qui en France gèrent les sujets de liberté dans le secteur numérique, ou dans l'ère du numérique, ont été tous les deux passées en 1978. Une loi sur l'informatique et la liberté, et une loi sur l'accès à l'information. On aura forcément besoin d'un débat pour la remettre à jour. Je crois que c'est un sujet absolument fondamental, et le fait de permettre aux innovateurs et de permettre aux consommateurs d'avoir le choix de ce qui est fait, ça n'est qu'une remise à jour du principe de Montesquieu, c'est-à-dire qu'on essaie de construire la séparation des pouvoirs. Quatrième principe, celui de l'innovation. Ce qui a changé aujourd'hui dans le fait qu'on ait accès à ces sources de données, à ces quantités invraisemblables d'informations, c'est qu'on peut expérimenter. On pourrait expérimenter les politiques publiques, on pourrait expérimenter de nouveaux marchés, on pourrait imaginer que ce dont on parlait autour de l'ADN permette le développement d'industries absolument nouvelles sur l'information génomique personnelle, sur la santé personnalisée. Pour développer ces industries, il faut se donner le droit, réglementairement et juridiquement, de le faire. Et ça, c'est un sujet non seulement de développement technologique et scientifique, mais ça deviendra dans 5 ans, dans 10 ans, si on ne fait pas ces choix aujourd'hui, un risque de perte de souveraineté. Parce que si le prochain Google, si le prochain grand succès de l'économie appliqué à la santé et à la génomique utilise ou se fonde sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres, il sera trop tard pour se dire que finalement on aurait fait des choix différents. Et quand on parle d'ADN, quand on parle de ce genre de sujet, c'est évidemment des questions fondamentales. Et puis le dernier sujet sur lequel je terminerai, le dernier principe, c'est l'idée d'ouverture. On a parlé d'ouverture des données, bien sûr, mais je crois qu'il y a un principe d'ouverture encore plus large de nos économies, de nos gouvernements, de nos sociétés, qui est absolument fondamental, parce que tous les développements qu'on a imaginés qui peuvent nous rendre extrêmement optimistes sur l'avenir de la prospérité de nos pays, sur la façon d'impliquer les différents citoyens pour qu'eux-mêmes participent à la démocratie, évidemment peuvent faire rêver, mais ils ne fonctionneront que si chacun, d'une manière ou d'une autre, y trouve une place, et si on est capable d'apporter aussi des réponses et des solutions à ceux qui, à tort ou à raison, sont d'une certaine manière ou se considèrent comme les perdants des transformations économiques actuelles. Et pourquoi est-ce que l'économie des données est intéressante? C'est parce que si elle permet d'accélérer les cycles d'innovation, si elle permet finalement de transformer de manière fondamentale des industries qui n'avaient rien de numérique à l'origine, comme la production d'objets, comme les industries du hardware,
ils permettront aussi de rapatrier d'une façon ou d'une autre la production et la capacité économique sur notre territoire. Et donc demain, ça peut être des emplois en France, ça peut être la possibilité de produire nos objets connectés dans nos usines, et donc d'améliorer encore le caractère inclusif de la croissance économique qu'on pourrait créer. Voilà, je vous laisse sur un graphe. Depuis 30 ans, la fréquence relative de l'utilisation de ces mots, je regarde ici le corpus de livres en anglais, est en train de croître de manière fondamentale. La transparence, la responsabilité, l'innovation, le fait de rendre des comptes, ce sont des mots qu'on entend de plus en plus. C'est une transformation en profondeur de ce que sont nos démocraties. Je crois que c'est un nouveau monde qui est en train de se créer. Faisons en sorte, ensemble, de le construire selon des valeurs, selon des principes qui nous correspondent. Voilà, merci beaucoup.